ce que je pense qui est important d'évoquer, c'est la question des troubles anxieux et dépressifs. Hein. C'est quand même les troubles les plus fréquents et qui entraînent le plus de plaintes. Parce qu'en fait, l'anxiété et la dépression sont les symptômes les plus fréquents quand même en psychiatrie. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est troubles, toutes les addictions aussi hein, qui sont fréquentes. Les addictions parce que ce sont des troubles du comportement, mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jeunes ici aujourd'hui, et les troubles addictifs sont surtout des troubles qu'on rencontre chez les jeunes. Bon, je ne sais pas, il y en a peut-être aussi ici, notamment des gens qui sont dépendants des médicaments ou de l'alcool, mais voilà, il y a beaucoup d'addictions chez les jeunes, parce que sans doute que les jeunes ont plus de mal à repérer leurs symptômes, à comprendre ce qui se passe dans leur histoire personnelle, et alors que quand on vieillit, entre guillemets, on a une perception beaucoup plus fine, beaucoup plus précise de son mal-être et de ses difficultés psychologiques. Donc je pense que c'est pour ça que avec l'âge, les addictions, qui sont finalement des troubles du comportement liés à un mal-être qu'on n'arrive pas à discerner, à comprendre, hein, et on va chercher quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui avec le temps devient plus une plainte ressentie, perceptible par le sujet, et qui fait qu'avec le temps on se névrotise, hein, comme on l'entend souvent, c'est-à-dire qu'on prend conscience finalement de son mal-être, on prend conscience de ses symptômes, de ses besoins, et on n'a plus accès aux médecins, à la psychiatrie, à la santé mentale, enfin bon. Donc voilà pourquoi je pense que les gens qui viennent en cure, notamment ici, puisque ici on est vraiment spécialisé dans la santé mentale, sont des personnes qui sont plus dans une plainte anxieuse ou dépressive. Alors, très rapidement, je pourrais quand même vous expliquer, c'est la différence entre l'anxiété et la dépression. D'abord, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de maladie. Il faut bien comprendre que l'anxiété, c'est banal. C'est-à-dire que dans une vie entière, tout le monde a de l'angoisse. Enfin, je dis tout le monde, j'en sais rien, mais beaucoup de gens ont de l'angoisse. C'est extrêmement fréquent. Et beaucoup de gens normaux ont de l'angoisse. Je pense que tous les présidents de la République connaissent l'angoisse, tous les directeurs connaissent de l'angoisse. Il y a des moments de stress qui sont indiscutables et qui sont normaux. Et ce stress entraîne des symptômes. Hein. Il ne faut pas croire que les douleurs au ventre, les nœuds dans le bide, les migraines, je ne sais pas quoi... Regardez le champion de tennis, Alcaraz, il a eu une crampe en plein match de tennis, voilà, alors que ce n'est pas un malade, hein, on ne va pas l'hospitaliser en psychiatrie, vous voyez. Voilà, des symptômes, c'est extrêmement fréquent, c'est banal, et tout le monde, dans sa vie, je pense, tout le monde connaît des symptômes de psychiatrie, enfin de santé mentale, ce que vous voulez, de symptômes psychosomatiques. C'est extrêmement banal et normal, il ne faut pas s'en inquiéter trop. Après, ce qui n'est pas normal, c'est quand ça s'installe durablement, hein, quand ça devient du quotidien pendant des mois, et que ça handicape, que ça empêche le travail, que ça empêche je sais pas, la vie normale au domicile, par exemple. Donc c'est vrai que ce qui caractérise, ce qui définit la maladie, c'est la pérennité, la durée dans le temps et le handicap. Voilà. Ce sont vraiment ces notions qui déterminent la maladie. Et encore une fois, quand les gens sont malades pendant 1 an ou 6 mois, après, ils retrouvent des symptômes. Ça les inquiète beaucoup, ce qui est normal, parce qu'ils se rappellent qu'ils ont été malades et qu'ils ont eu ces symptômes avant. Et ce n'est pas parce qu'ils ont ces symptômes qu'ils sont en train d'être malades à nouveau. Hein. On peut avoir une phase de maladie, être traité, amélioré, guéri peut-être, et avoir pendant quelque temps des symptômes résiduels, hein, qui sont en train de disparaître dans la mesure où ils sont plus aussi fréquents et aussi intense qu'auparavant. Voilà. Donc ça c'est la notion de maladie, encore une fois, qui est très différente des symptômes que chacun d'entre nous peut rencontrer dans sa vie. Il ne faut absolument pas s'en inquiéter excessivement. Sur la notion d'anxiété et dépression, alors l'anxiété, vous voyez par exemple, l'anxiété, quand on décrit le trouble anxieux, eh bien généralement c'est déterminé autour de 6 symptômes. C'est pas tout à fait vrai, il y en a d'autres, mais 6 symptômes, je dirais, plus fréquents, plus importants que d'autres. Vous avez cette anxiété dont je vous parlais, l'anxiété psychologique, on en reparlera. C'est important de comprendre l'anxiété psychologique et l'anxiété psychique et l'anxiété somatique. Vous avez l'anxiété somatique, c'est-à-dire l'anxiété qui se traduit par des symptômes dans le corps, et ça c'est pas facile à comprendre, mais
c'est quelque chose que nous on rencontre beaucoup, hein, des symptômes corporels qui viennent de l'angoisse. L'angoisse ne s'exprime pas toujours par la pensée, ou dans la pensée, elle s'exprime aussi par le corps. Vous avez les troubles du sommeil, qui sont très fréquents dans les troubles anxieux. C'est presque habituel. Hein, quand vous avez un trouble anxieux, 80-90% des gens souffrent de troubles du sommeil. Chez l'anxieux, le trouble du sommeil, c'est surtout un sommeil tardif, difficile à trouver, hein, parce que paradoxalement, l'anxieux est bien le soir et il y a une espèce de liberté qui se met en place et qui crée chez l'anxieux un désir de profiter de sa soirée, et il sort d'une tension et au moment où il se décontracte, eh ben, évidemment, il n'a pas envie de dormir. Et inversement, le matin, c'est plus difficile, parce que l'appréhension de la journée. Il y a aussi de l'irritabilité qui est très fréquente. Hein. L'irritabilité chez les anxieux, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Les tensions douloureuses, les tensions musculaires, les tensions physiques, les douleurs en général. Et puis vous avez la fatigue. Alors la fatigue, c'est un symptôme très très fréquent en psychiatrie, en santé mentale, si vous voulez de manière générale, très fréquent. Et moi, je trouve que quand il n'y a pas de raison somatique évidente, genre cancer terminal, enfin, vous voyez, ou des choses extrêmement graves, ou une maladie du sang, il y a très peu de raisons d'avoir une fatigue aussi importante que celle de l'anxieux ou du dépressif, surtout du dépressif d'ailleurs. Le dépressif, c'est vraiment on peut avoir des fatigues dépressives qui vous écrasent sur un lit et qui vous empêchent de vous lever, quoi. Ça peut arriver à l'extrême de la dépression. Pour l'anxieux, il va passer, il va rien faire de sa journée, il va vous dire, les 3 fois où vous allez le voir dans la journée, il va vous dire « je suis épuisé ». Voilà. Et pourtant, il n'a rien fait de sa journée. Il a même parfois dormi 10 heures. Voyez. Donc ce n'est pas du tout corrélé à la qualité du sommeil ou à la quantité de sommeil. C'est quelque chose qui vient dans un déséquilibre et qui se manifeste. Et d'ailleurs, c'est un critère important pour nous aussi de repérer ces états de pathologie en rapport avec cet état de fatigue ressenti et exprimé. Voilà, ça c'est un peu, vous voyez, les grands symptômes de l'anxiété. Alors, je reviens sur cette anxiété physique et psychique parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre que notre cerveau, il a 2 moyens de se défendre. Il a 2 moyens de se défendre quand il est agressé par une pensée. Hein, quand un événement, un traumatisme, une pensée, une perspective commence à vous tracasser, et chacun est libre de réagir comme il peut, comme il veut, comme il peut, plus que comme il veut d'ailleurs, face à un événement qui se présente à lui. Chacun est libre, chacun est différent, et chacun a sa propre capacité à réagir. Eh bien, quand vous avez une anxiété comme ça, morbide, maladive, effectivement, vous avez 2 voies. Pour le cerveau, vous avez 2 voies de direction. Vous avez la direction psychologique, et là, vous vous mettez à penser, à parler en boucle, à penser en boucle, à redire les choses, à essayer de trouver des solutions, à en parler aux gens. Bon. Et là, vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle un peu la névrotisation, vous voyez, c'est-à-dire cette espèce de besoin d'exprimer, et finalement, on se fait des nœuds un peu. Et puis, vous avez la voie physique, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours compris, parce que des gens, quand ils sont dans des stress importants, ne verbalisent pas forcément beaucoup, n'ont pas forcément beaucoup de pensées mentales, mais ils peuvent se mettre à avoir des états physiques qui se transforment, qui se modifient, avec des douleurs, avec des tensions, avec des crampes, avec des palpitations, des tremblements, des nausées, des vertiges. Que sais-je? Le corps a énormément d'imagination, et notre cerveau est libre d'agir comme il veut dans le corps. Et notre cerveau est capable d'exciter n'importe quelle zone du corps, quand il veut, comme il veut. Et parfois, on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi cette zone-là est particulièrement sensible, elle a mal tout le temps, est tout le temps dans la plainte. Voilà. Et on ne trouve rien sur les examens. Alors parfois, il faut faire attention, il peut y avoir des choses, mais bon. On voit bien que chez certaines personnes, dans le temps, les douleurs évoluent, elles se modifient, l'intensité, etc. Et puis un jour, elles disparaissent. On ne sait pas très bien pourquoi. On peut penser que c'était effectivement le corps qui a pris cette tension psychologique du sujet. Alors, l'anxiété, donc, vous voyez, j'ai fait une brève présentation de l'anxiété. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que ces états d'anxiété,
quand ils sont installés comme ça, quand ils durent 6 mois, quand ils gênent, quand ils empêchent de se lever le matin, quand ils créent une fatigue toute la journée, quand ils font que la personne ne sort plus de chez elle ou quasiment plus, parce qu'il y a toute la dimension phobique de l'anxiété. L'anxiété fait pas de confiance en soi, isole, fait qu'on a moins de choses à raconter, parce qu'on est tellement envahi par ces gènes, par ces inhibitions, que l'inhibition, c'est important aussi à comprendre. L'inhibition, ça fait vraiment partie de la névrose. C'est cette difficulté qu'on a à faire des choses. Vous voyez, c'est cette difficulté qu'on a à initier des actions. Hein, c'est très précis l'inhibition. C'est pas pareil que la fatigue. La fatigue, c'est une chose. On est fatigué, on n'a pas d'énergie, on n'a pas forcément d'envie d'ailleurs, mais l'inhibition, c'est vraiment le blocage. Hein, c'est l'indécision. J'irai plus tard. Hein. Ah bah ce coup de téléphone, je le passerai un autre moment. Vous voyez, bon. C'est banal hein, d'avoir envie de reculer quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais voilà, chez l'anxieux, ça prend beaucoup d'importance et ça peut faire qu'on ne fait jamais les choses. Hein. L'inhibition peut bloquer vraiment les gens au point de ne rien faire ou de ne pas faire une chose pendant des mois et des années et se retrouver dans une situation très compliquée à terme. Voilà. Donc l'inhibition, c'est aussi un symptôme fréquent, handicapant, qu'on retrouve dans l'anxiété. Donc je parle de l'anxiété parce que je voulais aussi vous dire que cette anxiété, quand elle devient handicapante, comme ça, quand elle devient permanente, eh bien, il faut considérer que c'est un état de maladie. Et il faut bien comprendre, ça j'insiste sur ce point avec mes patients, les curistes, sur le fait que la maladie mentale, la maladie, entre guillemets, du cerveau, parce que le mental, c'est dans le cerveau, c'est une maladie comme les autres. Il faut arrêter parce qu'on a un cerveau qui pense, qui n'est pas comme les autres organes qui, eux, ne pensent pas, qui sont dans un automatisme qu'on ne contrôle pas, sur lequel on n'a pas l'impression d'avoir d'action directe. Il faut arrêter de penser que notre cerveau, on en fait ce qu'on veut. C'est très orgueilleux, ça, finalement. C'est très humain et très orgueilleux. On se croit les maîtres du cerveau. Alors, on a une intelligence qui n'a rien à voir avec le mental. Rien à voir. Vous pouvez être extrêmement dépressif et avoir une intelligence exceptionnelle. Vous pouvez être le plus grand des débiles et avoir une grosse dépression. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez d'ailleurs être un grand débile et ne pas faire de dépression aussi. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Comme si notre cerveau était vraiment divisé en deux choses différentes. L'intelligence et le mental. Et puis vous pouvez avoir une très très bonne capacité à prendre des décisions, à réfléchir, et puis à certains moments en être incapable. Voyez, vous pouvez aussi scinder dans le temps vos capacités à être normales et votre capacité à être anormale. Et c'est pas parce que vous vous mettez à être à un temps t jusqu'à un temps tx anormal que vous êtes anormal. Vous voyez, c'est pas comme si vous avez une grippe. Voilà, c'est vrai que la dépression ça dure plus longtemps. Mais si vous avez une grippe qui dure 48 heures ou 3 jours, vous n'allez pas vous dire je suis malade. Enfin, je suis malade à vie. Je suis un anormal. Vous voyez. C'est très curieux comme on a du mal à concevoir au niveau du cerveau la dimension organique de cet organe. Alors bien sûr que beaucoup de dépressions sont secondaires à des événements de vie, à des histoires, à des préoccupations. Ça c'est très vrai, c'est très vrai. Comme des fractures de la jambe sont souvent liées à des chutes. Hein, donc voilà, on pourrait aussi s'interroger sur les chutes. Mais pourquoi la chute et comment la chute? Voilà, mais enfin ça ne change pas que l'os il est coupé en deux, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il ne faut pas s'intéresser qu'à la chute, au mécanisme de la chute, il faut aussi s'intéresser à l'os qui est cassé en deux, vous voyez ce que je veux dire? Et donc la dépression, c'est ça, hein, ou l'anxiété, quand elle devient pathologique, c'est la même chose. Il faut essayer de se concentrer sur le symptôme hein, et voir comment on peut faire pour le rétablir, pour rétablir la normalité. Et accepter l'idée d'abandon, qu'on peut, on guérira d'autant plus qu'on s'abandonnera justement dans la confiance et dans la prise de conscience que c'est un état de maladie. Parce que souvent, quand on est dans ces états d'anxiété ou de dépression, là je fais un peu une confusion des deux, parce qu'il y a des proximités bien sûr, et bien souvent, peut-être par orgueil ou par naturel aussi, hein, parce qu'on pense, parce qu'on réfléchit, et parce qu'on aime bien résoudre les problèmes et qu'on pense pouvoir les résoudre, et bien souvent on pense qu'on va y arriver tout seul, ou peut-être avec une personne qui va nous aider, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Voilà.
Il y a une espèce, quand il y a un état de maladie, quand il y a l'installation d'une maladie, quand le cerveau est en souffrance, quand la zone du cerveau cogne en rouge, là, tout le temps, vous voyez qu'elle est rouge, 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 hein, ou orangée bien frappée, eh bien, il faut de l'aide. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas dramatique, parce que souvent, très souvent, ça guérit. Voilà. Mais ce n'est pas un manque de volonté, comme on nous le dit souvent, comme on vous le dit souvent, pardon. C'est pas un manque de, je sais pas, d'intelligence ou un manque d'orgueil. Au contraire, c'est plutôt une adaptation, hein, à connaître son cerveau. Vous avez des gens qui vont faire dans leur vie 3, 4 dépressions. Et ben, quand ils repèrent la dépression, ils se mettent en situation de protection. Voyez, c'est un peu l'idée de Saujon d'ailleurs, c'est la protection, c'est l'endroit où on propose aux gens de prendre du recul, de s'isoler, de prendre du temps, de se faire du bien aussi, de s'alléger dans la tête, dans le corps. Voilà. Tout ça, c'est très important. Ce sont des états réactionnels. Le plus souvent, ce sont des états réactionnels, souvent à des histoires de vie, à des problématiques personnelles, ou environnementales. Donc beaucoup de gens sont des personnes, et de plus en plus d'ailleurs, sont des personnes qui ne sont pas des vrais malades, au sens de la maladie psychiatrique, mais plutôt des gens qui sont en difficulté, en dépassement de leur capacité naturelle, parce que ils ont vécu des choses qui peuvent être douloureuses, évidemment. Et tout le monde n'a pas la capacité à supporter de la même façon les douleurs de la vie, de l'existence. Voilà. Donc, il ne faut pas vouloir changer les événements extérieurs. J'ai un fils qui est drogué et qui n'a pas de travail et qui va mal. Bon. Ben, vous pouvez réfléchir toute la journée à votre fils. Vous pouvez penser à votre fils 24 heures sur 24, ne pas dormir la nuit et vous en rendre malade. C'est pas ça qui va le faire guérir. Donc il va falloir que vous appreniez à vivre avec cette notion que votre fils est malade et qu'il a besoin. Peut-être que dans 3 ans, il sera guéri. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Mais voilà, en tout cas, accepter. Voilà. Et ça, c'est pas... Alors, il y a la psychologie, mais il y a aussi le besoin, si vous voulez, de repérer, de prendre du recul, de s'alléger l'esprit. Vous voyez, toute cette dimension qui n'est pas toujours naturelle chez les individus qui vivent mal ces situations de vie. Voilà. Et ça, c'est très important de l'intégrer. Et puis, alors, je vais dire quand même un mot de la dépression, parce que j'ai dit qu'on en parlerait. Alors, la dépression, c'est souvent Enfin, il y a des dépressions qui arrivent d'elles-mêmes, assez brutalement, sans forcément passage par l'état d'anxiété. Mais il y a beaucoup de cas, quand même, où l'anxiété fait le lit de la dépression. Il y avait une étude que j'avais vue il y a quelque temps, qui montrait que 80% des anxieux chroniques, les gens qui étaient anxieux tout le temps pendant 3 ans, 4 ans, eh bien, finissaient par faire des dépressions. Vous voyez, donc c'est un état qui est souvent les conséquences d'une fatigue psychique longue. Voilà. Alors, c'est pas que ça, hein. Vous avez aussi des dépressions brutales, hein. Quand il y a un événement brutal, quand il y a un événement massif, il y a effectivement souvent des dépressions. Il y a des dépressions qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire des gens qui vont bien pendant 20 ans, et puis un jour, paf, à 40 ans, ils vont se mettre à faire une dépression. On ne va pas toujours en trouver la cause, et on s'aperçoit que ce sont des dépressions endogènes, et que ça, souvent, c'est un peu le début d'une maladie qu'on appelle la bipolarité, hein, avec des hauts et des bas, et des périodes d'euphorie, des périodes de dépression, et il y a des fluctuations. Et là, on est sur des maladies plus maladies médicales, enfin maladies purement médicales. Vous voyez. Donc, en psychiatrie, il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de maladies, pour résumer largement. Et vous avez les maladies, j'ai envie de dire médicales, c'est-à-dire qui sont liées à des dérèglements, en fait. Hein. On ne comprend pas la cause. Et puis les troubles sont graves. Hein. Je pense à la schizophrénie, hein, qui est une maladie grave quand même, qui désinsère beaucoup les gens, qui leur font vivre des vies un peu en parallèle, hein, de la vie normale. Ils ont des troubles du raisonnement, ils ont des troubles de l'adaptation, ils ont des phases de délire. Ce sont des choses qu'on rencontre quand même assez régulièrement. 1% de la population à peu près, vous voyez, c'est la fréquence habituelle. Et ce sont des maladies pour lesquelles on n'a pas de solution psychologique à proposer, vous voyez. Mais comme les autres malades, on peut leur apporter de l'aide, évidemment, et c'est souvent très efficace d'ailleurs. Mais ils restent malades. Les bipolaires sont des gens aussi qui ont
indépendamment du traitement qu'on peut donner, même s'il y a des traitements régulateurs qui sont quand même efficaces. Voilà, c'est des gens qui sont amenés à faire dans leur vie pas mal de dépressions ou de phases d'euphorie. Et puis vous avez donc toutes ces dépressions réactionnelles qui sont liées à des événements de vie, à des troubles anxieux, à des névroses. Hein. Quand on a des relations difficiles avec des membres de sa famille ou des gens proches, eh bien souvent on est amené à le vivre mal, à avoir des moments un peu dépressifs. Et voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces troubles anxieux, dépressifs, sont en très forte augmentation. Voilà. Sont en très forte augmentation. Hier après-midi, j'étais interrogé par un cabinet parisien là, sur cette question justement de l'évolution de la santé mentale. Et il travaille pour un ministère. Bon, ils me demandaient un peu mon avis sur quelques questions. Et moi, je leur ai dit que les chiffres sont clairs. Hein. L'OMS, c'est 1 personne sur 6 dans le monde. Dans le monde, hein. C'est pas que français. Hein. Même si les Français sont pas mauvais dans ce domaine, on est plutôt champion d'Europe. Mais on n'est pas les seuls à être bien placés. Oui, pour les médicaments, exactement, vous avez parfaitement raison. Mais on est quand même bien placé et on n'est pas les seuls. Donc à peu près 1 personne sur 6 dans le monde, c'est considérable. Hein. Ça veut dire que dans une famille de 6 personnes, les parents, les enfants, les petits-enfants, vous en avez 1 sur 6 qui est pratiquement condamné à avoir un état anxieux, dépressif dans sa vie, quoi. Voilà, donc ça touche beaucoup de gens, beaucoup plus qu'avant. C'est une croissance qui est absolument indiscutable. L'OMS le dit. J'ai regardé un rapport de la santé, du ministère de la Santé européen, qui est très alarmiste, à la fois sur les coûts, sur l'évolution. Il disait par exemple dans ce rapport que un arrêt de travail sur 2 était lié à des problèmes psychologiques. Alors attention, tout n'est peut-être pas grave non plus. Hein. Enfin, un arrêt de travail sur 2, et aujourd'hui en Europe, un arrêt de travail sur 2 est lié à un problème psychologique. Donc vous voyez, la psychologie en tout cas prend une place considérable, pour des raisons alors extrêmement nombreuses, qu'il est très difficile de résumer. C'est très délicat, c'est pas non plus formel, aucune certitude n'est à apporter, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui paraissent assez logiques dans l'environnement actuel pour comprendre pourquoi les gens sont moins bien. Voilà. Mais je vais attendre que vous me posiez les questions si ça vous intéresse. Je vais vous poser une question. Alors pourquoi avez-vous mis dans votre cure à Saujon la fibromyalgie? Bon, moi je souffre de fibromyalgie. Quand on me l'a détecté en 2009 par un professeur de l'hôpital, ma famille m'a traité de folle, de débile, qu'il faut Internet, etc. Alors que ce n'était, je vivais bien, quoi, heureuse, beaucoup de travail, une surcharge de travail, certes, un problème de scoliose dégénérative. Oui, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Voilà, sur le... voilà. Mais alors, pourquoi... À Saujon, on fait la fibromyalgie. Alors, je vais vous poser une question à mon tour. Pourquoi êtes-vous venu à Saujon pour traiter votre fibromyalgie? Ben justement, j'avais écouté une émission médicale, santé médicale avec Ancos. Carrère d'Ancos, oui. Voilà, où j'entendais des gens témoigner du bienfait, que c'était presque miraculeux. Et je me suis posé la question de quel mal elle souffre et où est-elle allée, où sont allés ces gens. Donc, ils ont parlé de fibromyalgie et de la cure de Saujon qui a du lithium dans son eau. Et c'est le lithium dans l'eau qui a beaucoup... Bon, j'étais là l'année dernière, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait des cures thermales en rhumato qui ne m'ont pas aidé et on m'a expliqué qu'il y avait du soufre dans l'eau et que le soufre, même pour des caracalla ou des endroits de confort, c'était pas pour mon organisme, que le soufre c'était du poison. Le lithium, l'année dernière, ok, j'ai senti 6 mois de bien-être. Ah, c'est bien. Oui, la fibromyalgie, c'est justement la grande question de la fibromyalgie, c'est est-ce que c'est une maladie... Alors, est-ce que c'est une maladie? Oui, c'est une maladie, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des origines et puis surtout des marqueurs précis de cette maladie. On a un peu de mal. Donc, ça crée du doute. Et puis, effectivement... une fracture de la jambe, on a une belle radio, on voit bien la fracture, personne ne va dire c'est pas sérieux. Hein. Alors qu'effectivement, une fibromyalgie, ça donne l'impression que c'est de la plainte. Hein. Mais bon, c'est sûr qu'il y a 2 millions de personnes fibromyalgiques en France. Ces 2 millions de personnes qui disent à peu près tous la même chose. Ça correspond bien à quelque chose de réel, quoi. Et on ne s'amuse pas à être fibromyalgique toute la journée pendant 10 ans pour faire le plaisir de se faire plaindre.
Et bien évidemment qu'il y a une dimension réelle dans cette souffrance, mais l'hypothèse que nous on fait, c'est qu'il y a un très grand lien entre cette souffrance et le psychisme. Et on sait quand même que 75% des fibromyalgiques ont fait de la dépression, 90% ont des troubles du sommeil. Donc on sait quand même qu'il y a une forte appétence entre fibromyalgie et troubles psychiques. C'est ce que vous évoquiez au départ. Oui, vous disiez c'est les ça. troubles, moi j'ai pensé à la fibromyalgie. C'est ça. C'est peut-être, C'est ça. moi c'est mon interprétation personnelle. Est-ce que c'est pas un trouble généralisé bien sûr, qui sûr. se dit, le cerveau il lâche et dit bon bah maintenant... Bien sûr, non mais certainement, certainement, ça va pas bouger. certainement, je pense que... Oui, mais c'est pas parce qu'on est battant ou pas battant, c'est pas alors ça c'est l'erreur des patients. Il faut pas, c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est pas battant. Au contraire d'ailleurs, parfois, c'est parfois l'inverse. Les gens battants sont parfois plus fragiles. Je vais vous donner les résultats d'une étude. Alors ça vous êtes les premières personnes au monde qui allez, vous êtes la 4e ou 5e personne au monde, enfin tous ensemble, à savoir quelque chose un résultat qu'on a reçu hier soir. À 17h, on a eu une visioconférence avec un groupe de recherche avec lequel je travaille sur la cure thermale. Alors, on a fait une étude. Alors c'est vrai que j'en suis un peu l'initiative parce que c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon activité professionnelle pendant des années. Je me suis rendu compte que les gens qui allaient mieux après la cure, c'était des gens qui s'étaient détendus, qui avaient lâché prise. On vous parle souvent de lâcher prise à Saujon, ce n'est pas par hasard. Je me suis rendu compte que les gens qui lâchaient prise allaient mieux. On a fait une étude il y a 5-6 ans sur 23 patients qui montraient que c'était vrai, que plus on lâchait prise, plus on allait mieux au bout de quelques mois. Et là, on a fait une très grosse étude sur 170 malades et on a comparé les gens qui lâchaient prise à ceux qui ne lâchaient pas prise. Eh bien, la corrélation est très très forte entre le lâcher-prise et la guérison. Donc ça veut dire que justement la problématique des anxieux, des fibromyalgiques peut-être, des troubles du sommeil, c'est cette incapacité que les gens ont à lâcher prise. Et donc le lâcher-prise, ce que j'appelle moi le lâcher-prise thérapeutique, le lâcher-prise thérapeutique est un moyen d'action vers la guérison. Alors, comment se fait-il que le fait de lâcher prise, ça fait qu'on guérit? Qu'est-ce que vous entendez par lâcher prise thérapeutique? C'est la sensation de relaxation. C'est la sensation de détente pendant les soins. Et en fait, c'est une question qu'on pose à la fin tous les matins, à la fin des soins. On a posé à ces 170 patients. On leur a demandé comment vous sentez-vous. On leur a fait une échelle et ils ont répondu leur niveau de détente. Et on l'a fait tous les jours, pendant 18 jours. Et on a fait une sorte de moyenne et on a corrélé ces moyennes avec leur amélioration à 4 mois. Et plus les gens étaient dans une relaxation forte à la fin des soins, plus ils sont améliorés 4 mois après. Donc il y a vraiment, en psychiatrie, dans santé mentale, la problématique majeure, c'est que les gens anxieux sont dans la tension permanente. Leur tension se traduit par des troubles du sommeil, par de la fatigue, même quand ils ne font pas grand-chose, la tension les fatigue, se traduit sans doute par des douleurs, se traduit par des troubles de concentration, se traduit par de l'irritabilité, se traduit par des angoisses. Voilà. Et la problématique de l'anxieux, généralement, très souvent, c'est d'arriver à accéder à une dimension de détente. Et quand vous arrivez à cette détente, eh bien, vos symptômes commencent à disparaître.